6 présumés djihadistes arrêtés par le Soudan. Ils sont de nationalité tchadienne et appartiennent au groupe Boko Haram. Khartoum les a remis aux autorités de N'Djamena. En Afrique du Sud, l'ANC reprend la mairie de Johannesburg, principale ville du pays. Le parti traditionnel profite d'un éclatement de l'opposition. C'est à l'issue d'une élection partielle qui s'est tenue ce mercredi. Et puis, le Japon veut doper son économie. Tokyo prévoit une enveloppe de plus de 100 milliards d'euros. Le pays veut surmonter certaines difficultés auxquelles elle est confrontée. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. La lutte antiterroriste se poursuit en Afrique. 6 Tchadiens, membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, ont été arrêtés sur le territoire soudanais. Ils ont été remis aux autorités de leur pays. De sources sécuritaires, des forces du renseignement militaire soudanais ont capturé 6 terroristes de Boko Haram. En vertu de l'accord entre les deux pays, les autorités soudanaises les ont remis aux autorités tchadiennes. Mais le communiqué qui véhicule l'information ne donne pas de précision ni sur la date de l'arrestation, ni sur celle de la remise aux autorités tchadiennes. Il s'agit de la première arrestation de membres présumés du groupe djihadiste au Soudan. Le groupe, dont le berceau est le Nigeria, opère habituellement plus à l'ouest et notamment autour du lac Tchad où il tient des camps d'entraînement. Il faut dire que le Tchad compte plus de 200 groupes ethniques et partage avec le Soudan une longue frontière. Sous le président Idriss Déby, le Tchad a pris une part active à la lutte contre le djihadisme dans la région. Entre autres, le pays est membre d'une coalition combattant l'insurrection de Boko Haram et est également membre de la force conjointe du G5 Sahel, comprenant également des troupes de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso. L'insurrection de Boko Haram a depuis 2009 tué plus de 27 000 personnes et forcé près de 1,8 million de personnes à fuir au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. L'Algérie a intensifié la répression des manifestations à l'approche de la présidentielle du 12 décembre prochain. Ce sera le jeudi prochain. Il y a eu aussi des arrestations arbitraires et l'emprisonnement de contestataires. C'est ce que dénonce Amnesty International. Les autorités algériennes ont intensifié leur offensive contre la liberté d'expression et de réunion, signalant ainsi leur tolérance très limitée envers les Algériens et Algériennes, appelant à un changement du système politique, a déclaré la directrice d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord dans un communiqué. L'Organisation de défense des droits humains dénonce des arrestations arbitraires, la dispersion par la force de manifestations pacifiques contre l'élection présidentielle, la poursuite en justice et l'emprisonnement de dizaines de militants pacifiques ces dernières semaines. Les Algériens sont appelés à voter dans une semaine pour élire un successeur au président Abdelaziz Bouteflika. Mais cette élection est rejetée par le Irak qui réclame le démantèlement du système politique au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 et des dizaines d'opposants ont été arrêtés et certains condamnés à la suite de manifestations de protestation contre la tenue du scrutin. Selon le Comité national de libération des détenus, association qui recense et soutient les Algériens arrêtés dans le cadre du Irak, plus de 140 personnes sont actuellement incarcérées en détention préventive ou condamnées pour des faits liés à la contestation. Au Mali, 2 organisations armées ont émis leurs conditions pour prendre part à une initiative du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le dialogue politique initié par le chef de l'État malien est censé dégager des réponses politiques et non seulement militaires à la grave crise que traverse le pays. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis sur les rails au mois de mai dernier un dialogue national dit inclusif, censé mettre les Maliens autour de la table et établir une feuille de route. Une initiative qui devrait dégager des réponses politiques et non pas seulement militaires à la grave crise que traverse le Mali. Mais après des mois de consultation, cette initiative piétine. La principale formation d'opposition refuse d'y participer et la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme composée de groupes armés pro-gouvernementaux s'en sont elles aussi dissociées à la suite de propos du président
ouvrant la porte, selon elle, à une remise en cause de l'accord de paix d'Alger de 2015 dont elles sont signataires. Après une séquence particulièrement meurtrière pour les troupes maliennes ces derniers mois, le chef de l'État malien a annoncé samedi le lancement officiel du dialogue pour le 14 décembre prochain, appelant toutes les forces vives de la nation à y prendre part. Dans un communiqué conjoint publié mercredi, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme composée des groupes armés pro-gouvernementaux disent qu'elles n'émettent pas d'objection à un éventuel retour au dialogue. Mais elles ajoutent que l'accord d'Alger ne peut être modifié qu'avec le consentement exprès de tous les signataires. Les deux organisations armées réclament la création, dans les meilleurs délais, d'un cadre approprié pour discuter des modalités de leur participation. En Mauritanie, à présent, au moins 58 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau au large du pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités mauritaniennes et l'Organisation internationale pour les migrations. Le naufrage s'est produit ce mercredi à quelques 25 km au nord de la ville de Nouadhibou, à proximité de la frontière avec le Sahara occidental. C'est avec une incommensurable tristesse que nous annonçons que lors d'une de leurs patrouilles visant à sécuriser le territoire national, nos forces armées et de sécurité ont découvert avec émoi les rescapés du naufrage d'une embarcation de fortune qui a visiblement chaviré, a indiqué le ministère mauritanien de l'Intérieur dans un communiqué. Il s'agissait pour l'essentiel d'immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul, en Gambie, selon les premières informations recueillies auprès de la majorité des rescapés, ajoute le ministère. Le naufrage s'est produit mercredi à quelques 25 km au nord de la ville de Nouadhibou, à proximité de la frontière avec le Sahara occidental, a précisé à l'AFP une source sécuritaire mauritanienne. L'embarcation a heurté un rocher en pleine mer, a commencé à prendre l'eau et le moteur s'est désagrégé. Il n'était pas très loin du rivage, mais une forte houle les a empêchés d'atteindre la côte en bateau, selon cette source. Ils n'avaient plus de vivres à bord, ils avaient faim, ils avaient froid, donc ils ont quitté l'embarcation à la nage, a-t-elle expliqué. Selon un communiqué de l'Organisation internationale pour la migration, 83 passagers ont réussi à rejoindre la côte à la nage. Le bateau était parti de Gambie le 27 novembre. Les survivants ont dit à des employés de l'OIM qu'au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. En Afrique du Sud, à présent, le candidat du parti au pouvoir, le Congrès national africain, l'ANC, a décroché le poste de maire de Johannesburg, la principale ville du pays. C'était lors d'une élection partielle qui s'est tenue ce mercredi. Une défaite cuisante pour l'opposition qui occupait ce poste stratégique depuis 2016. Voici les détails à travers ce reportage. Geoff Makubo, candidat de l'ANC, le parti qui dirige l'Afrique du Sud, a obtenu 137 voix contre 101 pour le candidat de l'Alliance démocratique et 30 pour celui des combattants pour la liberté économique lors d'une réunion du conseil municipal. Il remplace Herman Machaba, élu en 2016 sous les couleurs de l'Alliance démocratique grâce à l'appui des combattants pour la liberté économique. Ce dernier était devenu, il y a 3 ans, le premier maire de la mégapole à ne pas être membre de l'ANC. Mais en octobre, il avait annoncé sa démission et son départ de l'Alliance démocratique, reprochant à la principale formation de l'opposition son approche de la question raciale, toujours très controversée dans le pays. Depuis, la coalition formée par l'Alliance démocratique et les combattants pour la liberté économique a volé en éclats. Les combattants pour la liberté économique, parti de gauche radicale, a présenté mercredi son propre candidat, anéantissant les espoirs de l'Alliance démocratique de conserver le poste de maire. La ville de Johannesburg se retrouve de nouveau entre les mains de Geoff Makubo, qu'il avait déjà dirigé par le passé. La victoire de l'ANC mercredi représente un nouveau revers pour l'Alliance démocratique. Le principal parti d'opposition a perdu les postes de maire de Johannesburg et de Port Elizabeth et son maire à Pretoria a été récemment suspendu à cause d'un scandale. Et en France à présent, ce jeudi, plusieurs secteurs d'activité tournaient au ralenti. Des dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues. Une mobilisation d'ampleur entrant dans le cadre de la protestation contre la réforme des retraites. Une promesse emblématique du quinquennat du président Emmanuel Macron. Les syndicats en mouvement contre la réforme des retraites en France ont annoncé que les manifestations dureraient jusqu'à lundi.
Les transports étaient particulièrement touchés, notamment à Paris, où 10 lignes de métro sur 14 étaient fermées. Dans le ferroviaire, quelques 90% des trains à grande vitesse ont été annulés. Le mouvement touche également les enseignants, les retraités, les étudiants, les avocats. Nous, ce qu'on attend, c'est le passage à l'acte 2 du quinquennat. C'est-à-dire on écoute et on ne fait plus semblant qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas de colère dans ce pays. Voilà. Donc demain, on fera le compte avec les autres organisations syndicales, tous ceux qui ont appelé. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de la détermination dans un certain nombre de professions et que la grève ne s'arrêtera pas ce soir. À l'origine de la mobilisation, le futur système universel de retraite par points censé remplacer les 42 régimes existants. Les opposants les plus virulents espèrent faire durer le mouvement et mettre le pays à l'arrêt comme en décembre 1995. La mobilisation d'alors contre une réforme des retraites et de la sécurité sociale avait paralysé les transports en commun durant 3 semaines et forcé le gouvernement de l'époque à reculer. L'exécutif français joue gros dans un contexte social déjà tendu, avec la mobilisation depuis plus d'1 an dans le pays du mouvement social inédit des Gilets jaunes, mais aussi des mécontentements exacerbés dans les hôpitaux parmi les étudiants, les cheminots, les policiers, les sapeurs-pompiers, les enseignants, les agriculteurs. En Asie, à présent, le Japon, plus que déterminé à booster son économie. Le Premier ministre Shinzo Abe a, dans ce sens, présenté ce jeudi un vaste plan de soutien. 108 milliards d'euros seront injectés pour éviter à l'économie nationale fragilisée de glisser dans une récession durable en 2020. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a présenté un plan très ambitieux. Une relance massive à la fois monétaire et budgétaire est au cœur de la politique économique de Shinzo depuis son retour au pouvoir en 2012. 108 milliards d'euros sont annoncés et près de 50% de ces investissements publics devraient être consacrés à la réparation et à la modernisation d'infrastructures mises à mal par une série de catastrophes naturelles ces dernières années, dont le dévastateur typhon Hagibis en octobre qui a fait plus de 80 morts. Le plan, prévu sur plusieurs années, est aussi destiné à alléger l'impact sur la consommation du récent relèvement de la TVA, passé de 8% à 10% depuis le 1er octobre pour la plupart des biens hors alimentation. Aussi, s'agit-il d'éviter un coup de fatigue à l'économie après les Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain. Les économistes anticipent une forte contraction du produit intérieur brut au 4e trimestre. Ce, en raison de la hausse de TVA et du typhon Hagibis, d'autant que les exportations continuent de souffrir du ralentissement de l'économie mondiale, aggravé par le conflit commercial sino-américain. Le Premier ministre a vanté jeudi un plan puissant et audacieux et le gouvernement estime qu'il contribuera au PIB 2020 à hauteur de 1,4 points de pourcentage. Malgré ces montants astronomiques, les économistes doutent que ce projet s'avère aussi bénéfique que ce que le gouvernement voulait laisser entendre. Le Japon est coutumier des plans de relance pour maintenir artificiellement son économie à flot, une politique qui a aussi pour effet revers d'augmenter sa dette publique déjà colossale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.